Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonjour à tous, c'est Vera. Bienvenue dans Witchy Planet, la chronique qui vous emmène partout dans le monde à la découverte de lieux envoûtants et emblématiques de l'ésotérisme. C'est parti, suivez le guide. C'est parti, ma très chère Vera, pour ta merveilleuse chronique Witchy Planet. Yes. Alors, Kalimera à toutes et tous, je vais effectivement vous emmener ce matin à la découverte de la Grèce et voilà, on va faire quelques petites incursions dans la tradition hellénistique. Alors déjà, Alina, est-ce que tu es déjà allée en Grèce, toi? Alors jamais. C'est vrai que ça fait partie des pays où j'ai encore jamais mis un pied. C'est pas bien. Faut que tu le dises. Oh, bah t'as encore le temps, hein? Non, bah t'as encore le temps. T'as encore le temps de... Non, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose... c'est quelque chose à faire dans une vie, je dirais. Et moi, j'ai été allée il y a plusieurs reprises, mais il y a fort longtemps, et j'y suis retournée en fait le mois dernier. C'est pour ça que j'ai choisi aussi cette destination et ouais, le pays a pas mal changé quand même, évidemment en un quart de siècle on pouvait s'y attendre, mais je vais vous en parler un petit peu plus loin. Alors déjà, la Grèce, forcément, quand on parle de la Grèce, on pense tout de suite, il y a plein d'images qui nous viennent en tête et c'est véritablement le berceau de la civilisation occidentale. La Grèce, c'est la patrie des arts. Quand on parle de Grèce, on pense au théâtre, on pense aussi à l'architecture. C'est aussi la patrie de la politique, puisque c'est à Athènes que la démocratie est née. Et puis, on pense aussi forcément en philosophie, avec tous les philosophes qu'a porté justement ce beau pays. Et puis, c'est aussi, bien sûr, la patrie des sciences, les maths, la physique, la médecine. Donc, c'est vraiment on va dire, un héritage culturel vraiment colossal que nous a laissé la Grèce. Et puis c'est aussi une merveilleuse destination de voyage, qu'on soit amoureux de l'histoire ou qu'on soit vacancier en quête de beaux paysages et de soleil. Eh bien c'est vraiment une destination rêvée. Et puis c'est aussi un lieu de pèlerinage incontournable pour tous ceux dont la spiritualité, voire la pratique magique, s'inspire de la tradition hellénistique. Alors, comme d'habitude, je vais vous emmener un petit peu découvrir le pays, sa carte d'identité, donc la Grèce. Déjà, le nom du pays en grec, c'est Ellada, et en grec ancien, c'est Hellas. C'est un pays d'Europe du Sud et des Balkans. Sa superficie, c'est 132 000 km² pour un peu moins de 11 millions d'habitants. Donc, vous voyez, c'est un sixième par rapport à nous. Et puis, le pays va partager ses frontières avec l'Albanie, avec la Macédoine du Nord, la Bulgarie et la Turquie. Et puis, les mers qui l'entourent, c'est la mer Ionienne à l'ouest et la mer Égée à l'est, qui font bien sûr partie de la mer Méditerranée. Et son territoire est constitué de plus de 9000 îles et îlots, près de 200 étant habités. On connaît les célèbres Cyclades. Et de plus, 80% de son territoire est constitué de montagnes. La plus haute, c'est le mont Olympe, qui culmine à 2917 mètres. Et je vais vous en parler un petit peu plus loin dans les lieux, justement dans mon top 5 des visites à faire si vous allez en Grèce. Et sur le continent, les territoires sont morcelés. Je pourrais vous envoyer mon plan si vous le souhaitez. C'est vrai que c'est pas compact comme la France. C'est plein de petites découpures. Et puis c'est toutes ces îles dont je vous parlais avant, qui sont autant de pays miniatures avec des identités propres. Alors, côté économie, la Grèce, c'est la 51e économie mondiale, la 17e au niveau de l'Union européenne, et puis c'est aussi la première marine marchande mondiale. Voilà, c'est une puissance moyenne, on va dire. Et puis, ses principaux secteurs d'activité sont l'activité maritime, évidemment, et puis surtout le tourisme, avec 15 millions de touristes étrangers qui débarquent chaque année. Alors, depuis les années 60 et en moins d'un demi-siècle, la Grèce est devenue un pays développé et exportateur.
Et comme vous le savez, en écoutant les actualités, c'est un pays qui, ces 10 dernières années, a beaucoup souffert, avec une très très violente crise économique, donc qui a été cette crise économique depuis 2008 et puis qui a été fortement accentuée par la crise de la dette dans la zone euro en 2010. Et je vous disais, moi j'étais allée il y a 25 ans et là vraiment on voit quand même les traces vraiment de cette crise parce que les infrastructures sont à l'arrêt et qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de pauvreté, même si il y a évidemment c'est un pays enchanteur et qu'il y a plein de belles choses à visiter, mais c'est vrai que cette crise a vraiment laissé des traces. Et D'ailleurs, c'est un pays qui a essayé de rebondir fortement. Enfin, la retraite depuis 2010 en Grèce, elle est à 67 ans. Voilà. Donc c'est la bonne nouvelle quand même, c'est que c'est un pays qui a bien terminé l'année 2023 avec 2% de croissance. Donc il y a vraiment un espoir d'issue à cette crise économique. Donc voilà, c'est peut-être, on va dire, quelque part le symbole d'un pays résilient et qui est sur la voie, on va dire, d'un nouveau départ. Et quand on connaît le peuple grec et l'histoire du pays, c'est pas très surprenant parce que c'est un peuple qui a beaucoup de ressources. Voilà pour le côté économie. Et puis je vais vous parler maintenant aussi de son climat. Et oui, et moi j'étais très très contente d'y aller le mois dernier parce qu'il faisait 18 degrés quoi, en plein mois de décembre, et qu'on mangeait sur les terrasses. Alors certes avec des champignons chauffants, mais c'est quand même super quoi. Alors je vais vous parler justement donc du climat. Alors c'est un climat qui est typiquement méditerranéen, donc avec des hivers très doux et puis des étés forcément très chauds, très secs. Surtout à l'intérieur des terres. Alors les températures dépassent largement les 30 degrés au mois de juillet et d'août. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller hors saison parce qu'en fait, c'est notamment Athènes, c'est hyper pollué. Donc, aller dans un endroit très pollué quand il fait 40 degrés, c'est quand même chaud patate. Donc voilà, allez-y au printemps, allez-y même en hiver, c'est top. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de monde dans tous les lieux touristiques, donc vous faites pas la queue, etc. Donc c'est moi vraiment j'ai adoré y aller au mois de décembre. J'y ai passé d'ailleurs Noël. Donc voilà, c'était super chouette. Donc voilà pour le côté climat. Et puis pour le côté peuple et culture, la langue officielle, c'est le grec, même si rassurez-vous, parce que le grec franchement c'est pas possible de s'en sortir. Autant l'italien, quand t'es français tu peux imaginer à peu près ce que la personne te raconte, mais le grec c'est juste no way. Donc mais fort heureusement les Grecs parlent tous plutôt bien l'anglais, donc ça c'est cool. Et ils parlent bien l'anglais parce que je vous le disais avant, c'est un pays qui vit principalement du tourisme. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié quand j'y suis allée là dernièrement, c'est vraiment un pays où, les métiers du commerce et les métiers de la restauration sont vraiment en fait au cœur de la vie. Et même les Grecs, c'est pas que les touristes qui vont manger au restaurant. Les Grecs sortent beaucoup et on voit vraiment une tradition, un attachement à ces métiers, à ces activités-là, ce qui fait très plaisir et que je trouve qui se perd un petit peu en France. Voilà, les gens sont contents de t'accueillir quand tu viens à leur terrasse. Ils ont le sens du service, mais un truc de fou. Donc c'est vraiment, Après, c'est un peuple méditerranéen, donc forcément aussi très, peut-être plus extraverti, en tous les cas très accueillant, très chaleureux. Donc voilà. Et puis les Grecs, c'est environ 90% de la population, puis les 10% restants, ce sont des personnes d'origine turque, des Pomaks et aussi des Tziganes. Et côté religion, les Grecs sont orthodoxes à 98%, et ça vient en fait du schisme de 1054. C'est à cette époque-là que l'Église catholique et orthodoxe se sont,
se sont séparés. Donc c'était voilà une forme de rivalité, et ce sont toujours aujourd'hui deux systèmes d'églises qui ont des différences notables, même si les deux font partie évidemment du christianisme. D'ailleurs, le christianisme, il s'est développé en Grèce à partir du IVe siècle, et avant c'était l'hellénisme, mais on en parlera sans doute un petit peu plus loin. Voilà. Donc vous retrouvez beaucoup d'églises orthodoxes, que ce soit dans les grandes villes ou dans les petits villages, et c'est vraiment. Moi, j'étais dans un gîte, dans un petit village. Et tous les matins on était réveillés par la messe. Tous les soirs on se couche avec la messe et avec les cloches. Et c'est vraiment les Grecs sont très très croyants, très pratiquants. Et puis c'est vraiment en fait des cultes un culte à voir, parce que c'est très particulier avec toutes ces icônes, cet encens, et puis c'est magnifique à voir. C'est très beau avec toutes ces dorures. Donc de toute façon, évidemment, si vous allez en Grèce, arrêtez-vous dans chaque église que vous verrez, et c'est vraiment très beau. Voilà pour un petit peu la carte d'identité du pays. Alors je vais vous parler maintenant de son histoire. Alors en accéléré, parce que sinon on est encore ensemble jusqu'à mardi. C'est une histoire qui est longue, qui est riche, qui est mouvementée. Donc je vais vraiment vous le faire en ultra synthétique, en essayant de pas non plus trop tronquer des choses importantes. Donc déjà, depuis l'Antiquité, alors 6000 ans avant Jésus-Christ, ce sont des peuples qui étaient originaires d'Asie mineure, qui se sont installés en Thessalie. La Thessalie, c'est une région qui est au nord-est de la Grèce, au sud de la Macédoine. C'est là où se trouve le mont Olympe. Et les premières civilisations antiques en Grèce, c'était les Minoens, puis après il y a eu les Mycéniens, qui sont un peuple de marins qui se sont installés en Crète d'abord. Et puis ensuite, la Grèce a été sujette à de très très nombreuses guerres, où des cités puissantes ont émergé, comme Athènes, comme Sparte, comme Corinthe. Et une grande civilisation antique a vu le jour pendant l'Antiquité. Oui, forcément, mais rappelez-vous, hier j'ai fait la fête. Donc c'est au IVe siècle avant Jésus-Christ qu'Alexandre le Grand part à la conquête de l'Orient, et quelques siècles plus tard, la Grèce a été quelque part incluse, captée par l'Empire romain. Après l'Antiquité, il y a cette période de l'Empire byzantin à l'Empire ottoman. Donc lors de la séparation avec l'Empire romain, la Grèce va être rattachée à l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire l'Empire byzantin. Et donc le territoire à ce moment-là va connaître de nombreuses colonisations, mais aussi de nombreuses agressions de peuples barbares, les Visigoths notamment. Et en fait, c'est au XIVe siècle que les Turcs vont s'emparer de Constantinople, et par la suite, l'ensemble de la Grèce, et pendant près de 1000 ans, va vivre donc sous la... Qu'est-ce que je vous raconte? Non, pas près de 1000 ans. Donc l'ensemble de la Grèce va vivre sous la coupe de l'Empire ottoman. Et on voit effectivement dans beaucoup de bâtiments, dans l'architecture, dans la culture tout court, justement cette influence très forte de la Turquie, de Constantinople. Alors en fait, les Turcs, ils vont quand même rester, je vous disais 1000 ans, c'était pas 1000 ans, mais ils vont rester quand même un certain temps, puisque ils vont y rester jusqu'au 19e siècle. Après, il y a eu une révolution, et c'est en 1830 que la Grèce devient une monarchie indépendante, et avec un roi qui s'appelait Othon Ier. Voilà. Et en 1924, donc pas tout à fait un siècle plus tard, la monarchie va devenir une république en Grèce, et ce pays va être marqué par différents coups d'État, toujours aussi avec des tensions importantes avec la Turquie, et ce jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Et d'ailleurs, une guerre civile aussi à cette époque-là va éclater entre le gouvernement et une opposition communiste, et qui va durer jusqu'en 1949. Ensuite, en 1967, le roi Constantin II va être chassé de son trône par une dictature, avec à sa tête Georgios Papadopoulos. Cette dictature va s'effondrer dans les années 70 et en 81, Andreas Papandréou accède au pouvoir et la même année, la Grèce va rentrer dans l'Europe. Alors c'est un pays qui va connaître une forte croissance économique, comme je vous disais, en moins d'un demi-siècle, c'est devenu un pays développé, et notamment bien sûr grâce au tourisme. Et puis il y a cette fameuse crise aussi dont je vous ai parlé qui va vraiment mettre un coup, qui va porter un coup très fort à ce pays, même si je vous le disais aussi, ça repart et c'est tant mieux. Et la Grèce, aujourd'hui, c'est une république parlementaire. Donc le président de la République, il n'a qu'un rôle de représentation. En fait, le big boss du gouvernement, c'est le Premier ministre. Et actuellement, le Premier ministre, c'est Kyriakos Mitsotakis, qui est du parti conservateur de la Nouvelle Démocratie. Voilà pour je vous dis, j'ai vraiment allé un petit peu à la serpe dans l'histoire, donc désolé pour tous ceux qui connaissent mieux. Voilà, soyez indulgents, j'ai essayé de faire court. Vous êtes toujours là? Oui, et ton plan, il faut aussi préciser que ton plan est très intense, donc il faut pas que les auditeurs hésitent à t'écrire s'ils veulent le recevoir. Mon plan, il est intense comme moi. On sent que tu as fait quand même des recherches énormes. De toute façon, à chaque fois, tu fais des recherches énormes. Oui, j'essaye de faire propre, effectivement. Alors, maintenant qu'on a après cette minute culturelle, je vous propose d'aller partir en visite. Et je vous ai fait un top 5 en fait des visites qui pour moi sont vraiment incontournables. Alors il y a plein de belles choses à voir et alors il y a bien sûr la Grèce continentale, mais il y a les Cyclades, il y a la Crète, donc c'est en fait un pays, il y a des pays dans le pays et donc il faut y aller plusieurs fois évidemment. Mais je vais vous parler de 5 lieux qui sont pour moi vraiment les incontournables à faire. Alors, bien sûr, d'abord, c'est Athènes et l'Acropole. Donc, Athènes, évidemment, c'est la capitale de la Grèce, c'est la plus grande ville du pays. Elle est située dans la région de l'Attique et c'est le centre administratif de cette région. C'est aussi le centre politique et économique du pays. C'est plus de 4 millions d'habitants. Et puis, Athènes, c'est dérivé de quoi? C'est dérivé du nom de la déesse grecque Athéna, fille de Zeus, déesse de la raison, de la prudence, de la stratégie militaire surtout, et de la sagesse. Alors Athènes, c'était déjà un lieu très important pendant l'Antiquité. Et puis, je vous disais que la Grèce, c'est là où est née la démocratie. C'est à Athènes que la démocratie précisément a vu le jour. Donc les citoyens grecs à l'Antiquité étaient autorisés à prendre part à la politique. Et après, ça a infusé évidemment beaucoup de pays partout dans le monde et malheureusement pas tous. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc Athènes a connu beaucoup de guerres et a mené justement aussi beaucoup de guerres contre les Perses en particulier. Donc à l'occasion de ces batailles, forcément la ville a été partiellement détruite et de nombreux monuments qu'on peut voir aujourd'hui ont été détruits lors de ou partiellement dégradés lors de ces guerres. Et puis Athènes, c'est aussi la ville qui a vu passer de nombreux philosophes comme Platon. Donc là, special dédicace to Robert. Donc Platon, et puis aussi Aristote et Socrate, et bien d'autres aussi, évidemment. Donc Athènes, c'est ce qui a fait d'Athènes en fait un centre très important pour la culture, pour l'art, pour la philosophie. Et quand vous allez à Athènes, Athènes c'est divisé en 7 quartiers différents. Donc alors c'est une ville qui se fait facilement, on va dire, qui se fait facilement à pied, qui se fait facilement en bus aussi. Moi, ce que j'avais fait le mois dernier, c'est que on avait pris, vous savez, les bus à 2 étages là, comme à Londres.
et qui sillonne en fait toute la ville et les différents quartiers. Donc c'est un bon moyen pour déjà le premier jour embrasser toute la ville en un tour. Voilà. Alors c'est pour ça que je vous dis c'est bien d'y aller en hiver, parce que déjà rien que là comme ça, c'est quand on est dans le bus, on sent déjà la pollution. Mais alors au mois d'août, c'est pas possible. Enfin moi je l'avais fait déjà aussi au mois d'août, et Athènes, et il faut vraiment éviter. Donc voilà, c'est un bon moyen. Et puis si vous allez à Athènes, 2-3 jours ça suffit. Hein. Franchement, pas plus. En 2-3 jours, vous avez fait ce qu'il faut. Vous avez fait l'Acropole, vous avez fait les musées, notamment le musée d'archéologie, le musée de l'Acropole. Voilà, c'est 2-3 jours, c'est bien. C'est bien pour Athènes. Et puis, parmi ces 7 quartiers, le quartier qui est très très connu, c'est le quartier de Plaka, qui est juste en fait en bas de l'Acropole. Alors l'Acropole, ça mérite, je dirais que c'est évidemment l'attraction touristique numéro 1 de Grèce, mais on peut dire que l'Acropole en soi, ça peut justifier un voyage en Grèce. Alors Acropole, ça signifie ville haute, puisque c'était la ville haute, pardon, puisque Acropolis signifie le point le plus élevé en grec ancien. Et puis, le fait d'avoir une ville haute comme ça sur un promontoire, c'était la caractéristique de beaucoup de villes grecques dont la fonction était défensive. Et puis, l'Acropole, c'est aussi l'endroit qui a servi de lieu d'accueil aux principaux lieux de culte des dieux grecs. Donc, l'Acropole est située sur un promontoire rocheux qui est à 156 mètres au-dessus du niveau de la mer, et on peut le voir en fait. Vous pouvez pas le louper, voilà. Hein, vous pouvez être aux 4 coins de la ville, vous voyez ce promontoire et vous voyez l'Acropole. Alors, au cours des siècles, l'Acropole, comme je vous disais, et au cours des guerres, en particulier avec les Perses, l'Acropole a été détruite et pillée à plusieurs reprises. Alors aujourd'hui encore, les ruines sont toujours en comment dire? Sont toujours en fait en. Non, ça vient pas. Bon, bref, ça reviendra peut-être plus loin. Donc, en restauration, voilà. Et mais malgré tout, il faut pas beaucoup d'imagination quand on va voir l'Acropole pour imaginer en fait la splendeur de ce lieu à la Grèce antique. C'est juste waouh quoi. C'est pour ça je dis c'est vraiment un lieu qu'il faut faire, une visite qu'il faut faire une fois dans sa vie. Comme Rome, quoi. Alors moi j'ai une préférence quand même pour Rome, mais c'est vraiment waouh l'Acropole. Donc en fait l'Acropole, c'est la composition de 20 monuments, dont les plus célèbres vont être évidemment le Parthénon, mais aussi l'Érechtheion, le temple d'Athéna Niké, et puis aussi les propylées, pardon. Alors le Parthénon, si vous êtes jamais allé à Athènes, vous l'avez quand même forcément vu à la télé ou dans des livres. C'est ce grand temple avec ces énormes colonnes. Donc c'est en fait l'édifice principal de l'ensemble architectural de l'Acropole, et c'est vraiment le symbole de la beauté de l'architecture classique de la Grèce antique. Donc le Parthénon, il a été construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est de style dorique, et en fait c'est un temple un édifice qui a été construit à la gloire de la déesse Athéna, donc la déesse patronne de la ville d'Athènes, et souvent en remerciement aussi pour des guerres gagnées par les Grecs contre les envahisseurs. Donc voilà, et en fait le Parthénon, on dit qu'il comportait une énorme statue d'Athéna
qui faisait 12 mètres de haut et qui était faite de bois, d'ivoire et d'or. Alors évidemment, on n'a pas retrouvé trace de cette statue parce que elle était faite dans des matériaux qui étaient putrescibles. Mais il y a eu beaucoup d'écrits des anciens et beaucoup aussi d'illustrations, de dessins qui ont représenté cette statue. Donc on sait que cette statue a existé. Donc ça, c'est le Parthénon. Et puis, il y a aussi les propylées. Alors, les propylées, c'est en fait l'édifice en fait par lequel vous commencez. En fait, c'était ce qui délimitait en fait l'accès. Donc, c'était les portes d'accès en fait à l'acropole. Donc c'est donc ça c'est aussi assez grandiose. Et puis, vous avez aussi, donc parmi ces 20 monuments, l'Érectéion. Donc l'Érectéion, c'est un temple qui, lui aussi, était consacré à Athéna. Et on dit que c'est en fait le site le plus sacré de l'acropole, puisque c'est là que la déesse, en fait, a fait fleurir le premier olivier des terres grecques. Voilà. Et ce qui est très marquant, c'est en fait les cariatides. Donc c'est en fait ces 6 colonnes d'allure féminine qui supportent le toit du temple. Alors on peut les voir, ces cariatides, mais celles que vous voyez quand vous êtes à l'acropole, ce sont en fait des reproductions, puisqu'en fait les originaux sont conservés au musée de l'acropole, mais c'est quand même très très saisissant, et puis c'est magnifique, quoi. Et en plus moi, je suis allée revisiter l'acropole en fin de journée avec le soleil qui se couchait et la Grèce, c'est comme c'est cette lumière, ce soleil méditerranéen, cette lumière dorée, et c'était juste magique, quoi. Donc d'ailleurs, je vous conseille d'y aller soit très tôt le matin, surtout si vous êtes à la belle saison, ou alors en fin de journée. Et fin de journée, c'est génial. Voilà. Et puis l'autre monument qui est à faire quand vous êtes à l'acropole, que vous verrez, c'est le temple d'Athéna-Miké. Voilà, et c'est un petit temple aussi qui est magnifique. Voilà pour Athènes et l'acropole. Donc vraiment, ça c'est, je dirais, le numéro 1. Le numéro 1 à faire. Alors je vais, avant de vous parler de l'hellénisme, je vais vous parler en fait encore de toujours des autres lieux incontournables. Donc l'autre lieu qui est vraiment aussi à faire, c'est le mont Olympe. Alors le mont Olympe, je vous le disais précédemment, c'est la plus haute montagne de Grèce. Alors c'est pas juste une montagne, c'est en fait un massif, une chaîne montagneuse qui est située entre la Macédoine et la Thessalie. Donc c'est un peu plus de 250 kilomètres au nord d'Athènes. Et ça fait partie des 24 parcs nationaux de Grèce. Donc c'est évidemment un haut lieu de la mythologie grecque, mais c'est aussi un paradis pour les randonneurs. Donc c'est un haut lieu de la mythologie grecque parce que on dit que et ça depuis l'Antiquité, les anciens percevaient en fait le mont Olympe comme le lieu de villégiature des dieux grecs. Donc il y avait Poséidon, Aphrodite, Apollon, Hermès qui passaient leur temps à festoyer de l'ambroisie et puis à contempler le monde et puis le destin des hommes. Et puis c'est surtout là que siège le trône de Zeus. Et ça c'est le mont Stéphanie qui fait 2909 mètres. Voilà. Et en fait c'est vrai que le mont Olympe c'est assez saisissant parce que c'est une montagne qui en fait progressivement au fil de la journée se couvre progressivement de brume. Et c'est le fait justement que son sommet reste invisible et qu'il soit caché finalement aux mortels par les nuages que les anciens ont toujours vu cette montagne comme étant justement le jardin secret, le lieu de villégiature des dieux. Donc voilà, donc ça c'est si vous avez envie de randonner un petit peu. Donc il y a plein de parcours qui sont prévus. Alors pour les bons marcheurs, mais aussi pour les marcheurs occasionnels.
Troisième lieu dans lequel j'ai envie de vous emmener, que je trouve proprement magique, c'est le temple de Delphes, forcément. Donc Delphes se situe entre deux imposantes roches du mont Parnasse. Voilà, donc ça se trouve en Grèce centrale. Et c'est là que se trouve le sanctuaire panhellénique d'Apollon. Apollon qui est, comme vous le savez, le dieu de la lumière, du savoir et de l'harmonie. Alors le nom de Delphes, ça vient des mots grecs, qui signifient cochon et dauphin, enfin cochon de mer en fait, voilà. Et dans la poésie homérique, Apollon aurait pris la forme d'un dauphin pour attirer les marins crétois chargés d'instaurer son culte sur le site. Donc c'est une région qui est habitée depuis le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est en fait le sanctuaire et surtout l'oracle, l'oracle de Delphes, se développèrent à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est en fait au 6e siècle, avant toujours notre ère, que on dit que le sanctuaire de Delphes était le centre du monde grec, pas seulement parce que Zeus l'avait décidé, en y installant l'omphalos, ce qui signifie nombril en grec. Donc en fait l'omphalos, c'est une pierre blanche sculptée en forme d'ogive et que les visiteurs que peuvent voir, mais c'était aussi en fait un lieu de pèlerinage déjà à l'époque, et les gens venaient de partout dans le monde, mais en particulier de Sicile, des rives de la mer Noire, d'Arménie ou de Syrie, et qui marchaient jusqu'à Delphes pour justement interroger l'oracle. Alors, on venait en fait interroger Apollon par l'entremise de l'oracle sur des sujets brûlants, comme est-ce que je dois me marier ? Est-ce que je dois me marier avec Aristophane ? Est-ce qu'il faut que je quitte mon pays ? Est-ce que l'enfant de ma femme est vraiment de moi ? Voilà. Et puis, ou sinon, c'est est-ce que Aristophane est celui qui a volé mon manteau ? Et oui, déjà à l'époque, on peut fantasmer, on va dire, les humains, ils n'avaient pas des considérations beaucoup différentes des nôtres, finalement. Alors, c'était pas juste les gens comme vous et moi qui allaient consulter l'oracle de Delphes, c'était aussi les États qui envoyaient des ambassadeurs pour connaître justement la volonté des dieux. Et d'ailleurs, en fait, la volonté des dieux, elle n'était pas toujours très très claire, parce que, je vais vous donner un exemple, face aux Perses qui s'apprêtaient à envahir la Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, la Pythie conseilla aux Athéniens de construire un mur de bois. Eh ben oui, parce que c'est sûr, un mur de bois, c'est bien connu pour arrêter l'envahisseur, mais encore heureux que il fallait interpréter cela, et que ils ont interprété ça comme justement des navires grecs en bois comme rempart et non pas comme un mur de bois. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, il y avait des traducteurs de la Pythie. Alors, je suis allée un peu vite. La Pythie, c'est quoi ? La Pythie de Delphes, eh bien, selon la tradition antique, c'était une jeune vierge inculte qui était installée sur un trépied sacrificiel et qui était placée dans une fosse qu'on appelle l'Adyton, Adyton, juste au-dessus, en fait, d'une fissure où on pense qu'émanaient en fait des vapeurs toxiques. Alors, pendant en fait quelques siècles, on a pensé que c'était finalement en fait pas vrai, cette histoire de vapeurs toxiques, mais en fait, en 2001, il y a des fouilles menées par une université, je ne sais plus laquelle, qui ont montré effectivement que le marbre qui formait les murs de l'Adyton, donc de cette fosse, contenait en fait des résidus de méthane et d'éthane, et que c'était deux composés gazeux qui provenaient probablement du calcaire contenu dans les fondements du site. Et donc, en fait, on pense justement que ces émanations étaient justement l'origine des transes et des paroles incompréhensibles prêtées à la Pythie lors des séances de l'oracle. Donc, en fait, la Pythie, elle était toujours secondée par des prêtres, mais aussi des prophètes qui étaient chargés de traduire ces paroles. Voilà, et donc les réponses du dieu Apollon à travers la Pythie étaient transmises en prose, en vers. Et d'où, je pense, quelques erreurs parfois d'interprétation.
Et on ignore en fait si la Pythie était visible parce qu'on n'a en fait aucun témoignage qui l'indique. Mais la tradition dit le plus souvent que la Pythie était cachée par un voile et que donc les consultants ne pouvaient pas la voir. Et puis, à un moment donné, les Grecs de l'Antiquité ont été lassés par les dieux olympiens et puis ils se sont laissés charmer par la nouvelle religion arrivée de la province romaine de Judée. Et c'est comme ça que le christianisme débarqua en Grèce, comme je vous disais, au IVe siècle après Jésus-Christ. Et c'est là que la Pythie tomba en disgrâce et que le sanctuaire fut pillé, fut aussi connu différents incendies. Et au IVe siècle, c'en était fini de l'oracle et de Delphes. Alors forcément, quand on pense au temple de Delphes, on pense aussi aux maximes delphiques. Donc c'est cet ensemble d'aphorismes qui ont été retrouvés inscrits à Delphes et qui sont réputés avoir été transmis donc toujours par le dieu grec Apollon par l'intermédiaire de l'oracle. Et la plus célèbre de ces maximes est vraisemblablement « Connais-toi toi-même », qui était gravée donc sur le frontispice du temple d'Apollon et que Socrate reprit à son compte. Donc ça figure au panthéon des grandes phrases philosophiques, « Connais-toi toi-même ». Et en fait, on voit derrière cette forme impérative, l'exigence pour l'homme de se connaître, parce que c'est en se connaissant, en se cherchant soi-même, que l'homme peut trouver la sagesse. Voilà. Donc voilà pour le temple de Delphes. Alors je vais essayer un petit peu aussi d'accélérer avec les deux autres lieux que je vais vous faire connaître. L'autre lieu, c'est le palais de Knossos en Crète. Donc en Crète, c'est la plus grande des îles grecques. C'est en fait le berceau de la civilisation minoenne, donc associée au roi légendaire Minos. Donc en fait, on va y trouver de nombreuses traces sur la Crète. Et le site archéologique en fait dédié, le plus emblématique, c'est le palais de Knossos, qui se trouve à quelques kilomètres d'Héraklion, qui est le chef-lieu de la Crète. Donc c'est un palais alors qui a été découvert en fait au XIXe siècle par un marchand, un antiquaire crétois, mais surtout qui a été racheté un peu plus tard, 20 ans après, par un Anglais qui s'appelait Sir Arthur John Evans et qui du coup en fait a mené beaucoup de fouilles qui sont assez décriées parce que finalement en fait il a aussi restauré le site, les ruines selon sa perception on va dire de l'époque et c'est vrai que ça a sans doute dénaturé le site, mais ça reste quand même vraiment assez magique à faire. C'est un palais qui était très sophistiqué avec des systèmes de drainage, des maisons luxueuses. Ça faisait quand même 43 000 mètres carrés, il faut imaginer le truc, quoi. Et donc c'était 1300 pièces qui étaient reliées par des couloirs autour d'une cour principale. Donc il faut imaginer un grand rectangle. Et puis, en fait, on dit que le palais de Knossos ressemblait à un labyrinthe, d'où le lien en fait avec le mythe du Minotaure. Vous connaissez le mythe qui dit que c'était en fait justement une querelle entre le roi Minos et le dieu Poséidon, qui aurait donné naissance au Minotaure, cette créature à tête de taureau et au corps d'homme. Voilà. Donc ça, c'est si vous allez faire un petit tour en Crète. Voilà. N'hésitez pas à aller à Knossos. C'est à 30 minutes de route d'Héraklion. Ça se fait très facilement. Et puis le 5e lieu qui est aussi incontournable et d'ailleurs quand on tape Grèce dans Google, c'est dans les images, c'est le premier truc qui sort, c'est Santorin. Alors Santorin, c'est une île grecque qui est située en mer Égée et souvent l'archipel de Santorin, on le connaît pour ses villages blancs à coupole bleue. Vous voyez tout de suite l'image qui vous traverse l'esprit et on dit que c'est un des possibles lieux de l'Atlantide. Voilà. Alors après, il y a plein de versions. L'Atlantide, il y en a qui pensent que c'était en mer du Nord, que c'était ou sinon en mer Noire ou encore dans la mer de Marmara. Mais il y en a qui pensent que Santorin pourrait être en fait le vestige passé de cette île mythique qui avait la taille d'un continent
et qui aurait été attribué au dieu de la mer Poséidon lors du partage du monde et qui aurait disparu brutalement lors d'un cataclysme provoqué à l'instigation de Zeus. En fait, l'Atlantide a été popularisé, a été même, on va dire, créé par les écrits de Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, et le mythe de l'île continue d'enflammer les imaginations. Donc, en fait, c'est un mythe qui a été assez peu commenté, qui a eu peu d'influence durant l'Antiquité, et c'est plutôt à partir de la Renaissance que, avec la pensée philosophique, qu'elle a connu, on va dire, vraiment sa célébrité. Et en fait, certains auteurs affirment que l'Atlantide est un lieu qui aurait réellement existé et qu'il serait possible de localiser. Et d'autres, en fait, pensent que justement, c'est plutôt, on va dire, un mythe. Voilà, donc en fait, on pense que Santorin pourrait être le lieu de l'Atlantide parce qu'il y a eu en fait un tsunami vers 1600 avant notre ère. Et non, c'était pas un tsunami, qu'est-ce que je raconte? C'était une éruption, pardon. Et c'est en fait le volcan a été pulvérisé, s'est effondré sur lui-même. Et en fait, ce brutal choc thermique a engendré un gigantesque tsunami avec 3 vagues de plus de 20 mètres de haut qui ont pénétré sur les côtes de la Crète et sur des centaines de mètres, emportant tout sur leur passage. Et ça s'est réellement passé, parce que voilà, on a des recherches géobiologiques qui l'ont démontré. Et on pense que ce serait peut-être, on va dire, là la chute et la disparition de l'Atlantide. Voilà. Alors, voilà pour le top 5 des visites que je vous propose. Donc, Athènes et l'Acropole, le mont Olympe, le temple de Delphes, le palais de Knossos en Crète et Santorin, qui est une magnifique île à visiter. Et effectivement, tu parlais avant, Alina, de magie hellénistique, donc d'hellénisme plutôt, pardon, parce que ça c'est la partie religion. Alors l'hellénisme, c'est qu'on appelle aussi le dodécathéisme, c'est le culte qu'on voue aux 12 dieux principaux. Et puis, aujourd'hui, il y a une résurgence contemporaine de la religion grecque antique, avec justement le néopaganisme hellénistique. Voilà. Et donc en fait, c'est la vénération des dieux grecs, mais accompagnée d'autres pratiques. Alors certains vont y mêler aussi la célébration des sabbats païens, de la sorcellerie, d'autres pratiques spirituelles, ésotériques ou occultes. Donc les dieux les plus vénérés, c'est Apollon, c'est Dionysos, c'est Athéna, Aphrodite, Artémis, Hécate évidemment, Hestia, Hermès, Déméter et Perséphone. Un peu moins Poséidon, Arès ou Héphaïstos, et même Zeus est finalement assez peu vénéré. Voilà, et donc aujourd'hui, l'hellénisme connaît, on va dire, justement un beau renouveau. Et là, du coup, je te passe la parole, Alina. Tu voulais parler de cette association qu'a créée Antinos et Sarah. Oui, alors l'association s'appelle Naos. Alors j'ai été faire un petit tour parce qu'il existe un lien qui s'appelle naosfrance.fr qui se trouve donc sur la page Instagram donc de Naos France, mais quand je clique dessus, il y a plus rien. Donc je sais pas s'ils ont peut-être pas renouvelé le lien, je ne sais pas. Oui, c'est dommage parce que c'est un groupe helléniste reconstitutionniste, donc une association à but non lucratif bien sûr, qui permet un petit peu de comprendre comment vivre l'hellénisme dans son quotidien et surtout de reconstruire, de retrouver en fin de compte l'art magique de l'époque quoi. Donc c'est assez bluffant de voir tout le travail fourni en amont. Je sais qu'il y a quelque temps, donc c'était l'année dernière, en mars 2023, sur la chaîne YouTube donc de Sarah Hall, on a une vidéo qui s'appelle Hellénisme FAQ avec Antinos Séranil, et justement ils parlent tous les deux de cet art magique, et notamment il y a une partie où ils parlent de l'association en fait, donc ils ont même les t-shirts avec eux, c'est mignon tout plein, et donc si jamais vous êtes intéressé, faut pas hésiter à contacter Antinos dans tous les cas, ou Sarah.
Voilà, savoir si un autre lien est prévu ou comment adhérer à l'association si vous êtes intéressé. Alors c'est vrai que dans la pratique, alors il y a dans la pratique reconstructionniste. Alors moi je m'y connais pas du tout, ou très très peu. J'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube justement de personnes qui parlent justement de leur pratique et finalement ce que je retiens c'est que c'est des gens qui vont et c'est le cas d'ailleurs de Sarah, hein, qui vont vraiment beaucoup étudier l'histoire. Et c'est ça qui finalement est assez passionnant chez les personnes qui ont cette pratique-là, parce que voilà. Après, il y a aussi, on en parlait juste avant, donc beaucoup de gens qui disent aussi, enfin qui parlent de comment dire, d'hellénisme païen, donc qui vont en fait mêler d'autres traditions. Donc c'est un peu, on va dire, voilà, un patchwork de croyances et puis de pratiques rituelles. Mais c'est vraiment passionnant parce que c'est vrai que il y a tout un tas de pratiques particulières, notamment on va dire en matière de purification. Il y a en fait sur leur page Instagram, ils développent un petit peu plus ce qu'est Naos. Et Naos donc est une association à but non lucratif née du désir de réunir les hellénistes polythéistes de France au sein de rituels publics et privés, que ce soit en présentiel ou même en virtuel, et de postes informatifs, de projets de reconstruction afin de célébrer et continuer à faire vivre le culte des divinités. Donc c'est vraiment en ça que l'association se plonge pour la découverte, bien sûr, donc de l'hellénisme. Oui. Et puis je crois qu'il y a aussi un livre qui est, alors je l'ai pas lu, mais sur un manuel qui s'appelle le manuel de l'hellénisme. Tout à fait. Voilà, et qui est sorti assez récemment, et je sais plus qui en parlait d'ailleurs à la radio de ce manuel-là. Alors je sais pas ce que c'est celui d'Antinous en fait, donc on a dû en parler. Bah voilà. Bah voilà. Eh ben voilà, tout simplement. Oui. Voilà, moi j'ai fini mon petit tour en Grèce. J'espère vous avoir peut-être modestement appris quelques petites choses, en tous les cas donné l'envie d'aller visiter ce beau pays qui est vraiment, oui, qui est le berceau de notre civilisation. Donc c'est à faire. C'est à faire. Alors donc avant qu'on te laisse partir, je te remercie très grandement, ma très chère Vera, avec plaisir, pour cette merveilleuse chronique. Et donc à partir donc du mois prochain, ce sera 30 minutes. Donc j'imagine que tu vas plutôt t'orienter sur la magie autour du lieu, non? Bah oui, je vais plutôt faire ça, ouais, parce qu'il va falloir que je raccourcisse un petit peu. Et donc et voilà, j'ai quelques idées, mais je pense que là on va retourner en France. Ouais, il y a quelques petites villes, on en a parlé à Alina, hein. Lyon, plus petite ville, oui, c'est une grande ville quand même. Coucou Ether. Salut, comment ça va Alina? Ça va super, ça fait plaisir de t'avoir. On vient juste de finir donc la chronique avec Vera, donc on lui fait Bonjour plein de Vera. bisous. Hello Ether. En tout cas Vera, je suis ravi d'avoir écouté ta chronique parce que ça fait écho à des choses que j'ai apprises à l'école, notamment évidemment l'oracle de Delphes. Je me souviens encore que notre professeur de français nous expliquait un petit peu son fonctionnement, et notamment très exactement comme tu le disais, la Pythie qui était en fait voilà une jeune femme. Quoi. Voilà, une jeune femme inculte. Vraiment, c'est effectivement ce que mon prof de français disait, complètement pété par les vapeurs, tout à fait. Et en fait, ce qu'il nous expliquait aussi, c'est que les prêtres et les interprètes finalement avaient un énorme pouvoir, parce que évidemment, Monsieur tout le monde ou Madame tout le monde allait interroger l'oracle pour des bêtises, mais aussi les chefs de guerre, les organisateurs de l'État, etc., pour des questions très importantes. Et les prêtres, c'est finalement eux qui décidaient de ce qui allait se passer, des stratégies, etc. Et donc c'est eux qui avaient vraiment plein pouvoir, parce que la Pythie était finalement juste une façade. Ouais. Oui, mais c'était les influenceurs de l'époque. Mais c'est clair que sur le plan justement politique, oui, ça forcément aussi. Mais c'est intéressant, hein, tu vois, quand on
on se dit finalement, voilà, c'est une autre époque, mais c'est pas bien différent de. Eh oui, absolument. Reste l'humain aussi. Hein. Ouais, nos politiques disent peut-être autant de bêtises maintenant que la pitié à l'époque d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On n'oublie pas que l'origine du mot forum vient de chez eux quand même, hein, et que nous on a eu créé des forums sur Internet, hein, donc il y a une corrélation. C'est vrai, c'est vrai. Et je crois qu'au pluriel on dit d'ailleurs des forats, si je dis pas de bêtises. On dit pas des forums. Je sais pas. Il y a certainement d'autres hellénistes qui pourront nous corriger. Vive le grec. Absolument. Et d'ailleurs, vous savez que le mot magie, ça vient du grec magia. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'Alina, c'est le moment d'envoyer tes petites étoiles. Ouais. Oui, ouais. Et moi de vous quitter, hein, parce que j'allais boire un petit café. D'accord. Alors, va sur le chat parce qu'il y a plein de messages pour toi, Vera. Hein, cool, j'y vais de ce pas. Allez, et à plus tard hein, sur le chat. Oui, j'ai plein de gros bisous. Ciao. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.